Hello les amis, nous sommes le jeudi 2 juillet 2020, ça y est, on est basculé dans le mois de juillet, normalement à cette heure-ci, là, je devrais être au bar de la plage, en train de siroter quelque chose de bon, mais cette année j'ai décidé de prendre mes congés au mois d'août et non en juillet, parce que faut terminer cette histoire de virus de la peur et de médias de la peur. On voit que le premier trimestre, c'était la diffusion du virus de la peur, le deuxième trimestre, ça a été bourrage de crâne. Et là, on passe à une nouvelle phase. Ce troisième trimestre-là, on va dévoiler les menteurs et la vérité va éclater au grand jour. Parce que vous avez beau dire des mensonges, à la fin, il y a quelque chose qui reste, c'est les chiffres, les faits, la réalité. Et les chiffres sont très très têtus, croyez-moi. Et là, ça va être difficile, vraiment difficile à contrecarrer. En fait, quelque part, le 4 avril dernier, vous vous rendez compte, ça fait mai, juin, juillet, ça fait 3 mois presque, 3 mois presque. Je vous faisais une émission qui s'intitulait « Ils ont déjà perdu, mais ils ne le savent pas ». Là, on va rentrer dans la phase « Ils ont toujours perdu, ils ont déjà perdu, ils ont perdu ». Mais ils insistent, que vous entendez de partout depuis un mois, que il va y avoir de nouvelles vagues, que va y avoir de nouveaux explosions de cas. Alors pourquoi? Parce que d'abord il y a eu ces rassemblements massifs des Black Lives Matter un peu partout dans le monde, donc on a dit oulala, c'est pas possible. J'entendais des médecins sur les plateaux télé qui disaient oulala, mais ils sont inconscients, ils se rassemblent, il n'y a aucune distanciation, ils en portent pas de masque, il va y avoir une explosion de cas. J'ai jamais vu. Ensuite, il y a eu les cas, de nouveaux cas en Chine. On vous a annoncé que ça y est, 100 000, 200 000 cas, on reconfine. Vous en entendez encore parler. Après, il y a eu le cas de cette entreprise en Allemagne, gigantesque. Explosion en Allemagne, on reconfine. Vous en avez entendu parler de nouveau. Ensuite, il y a eu la fête de la musique. Toutes ces fêtes improvisées énormes, partout en France, partout en Europe, partout il y avait les fêtes de la musique. Et là aussi, on a dit... explosion de cas, et c'était le 21 juin. Est-ce qu'il y a des explosions de cas? Et donc maintenant on teste, on fait petit pays par pays, on essaye tous les jours de nouveau de transmettre encore ce virus de la peur par les médias de la peur. Faisons une petite analyse tout de même du cas de la France depuis le 13 juin. Donc vous voyez ici, vous avez la date du 13 au 30 juin, et j'ai mis les nouveaux cas. C'est un export Excel du site World Meters Corona, pardon. Donc en tout, vous voyez que les Français ont annoncé, dans les temps de cas par jour, une petite truc rigolo autour du 26 juin, 25 juin, 0 cas en plus, le lendemain 1588, le lendemain de nouveau 0 cas en plus, bon. Au total, on a annoncé 7992 cas en plus, et 461 morts. Ensuite, vous avez les cas critiques, et ça a diminué de 269 cas. Donc on pourrait dire que si on enlève les cas critiques, les personnes qui sont mortes, parce qu'on va voir que dans certains hôpitaux français, il y a une létalité énorme. Tout le monde n'a pas la chance d'être à l'IUHU Méditerranée chez Didier Raoult et sa fantastique équipe. Donc il y a un problème quand même, c'est que il y a encore beaucoup de cas, mais on voit plus de malades. Moi maintenant, ça fait faire un mois que je fais des émissions où les hôpitaux me disent on n'a plus rien. À l'IUHU de Marseille, il n'y a plus rien. Chez Christian Perron, à Garches, vous l'avez entendu comme moi, c'est toutes mes anciennes vidéos, il n'y a plus rien depuis un mois. On avait Eric Ménard sur la région sud-ouest. Il y a des clusters, mais les gens ne sont pas malades. On a eu le docteur Epstein, nord-est, il y a des clusters, mais ils ne voient pas de malades. Donc on a quand même Paris, on a nord-est, on a sud-ouest, on a sud-est. Ils sont où, ces malades? Donc ça fait aussi maintenant presque un mois que je parle des infectiologues italiens qui ont signé un manifeste et qui disent que la charge virale du Covid est tellement faible qu'elle ne donne plus rien.
En France, on n'en parle pas. En France, mais dans d'autres pays aussi, hein, on continue le virus de la peur et on veut nous préparer à une deuxième vague. On est prêt à reconfiner, a dit Olivier Véran, enfin prêt à reconfiner. On a des mesures pour reconfiner. Ah oui, mais ils sont où les malades? Ils sont où les malades? C'est qui les positifs? Donc ils veulent continuer le virus de la peur. Ils veulent le continuer jusqu'à quand, le virus de la peur? Ils veulent le continuer jusqu'aux élections américaines en novembre. Trump, je vous ai déjà dit depuis le départ, l'ennemi à abattre est Trump. D'accord? Ils veulent pas que les Américains aillent voter. Ils veulent le vote par correspondance à cause du virus de la peur. Donc ils veulent pas que les gens aillent voter. Et pourquoi ils veulent pas que les gens aillent voter? Ben parce que comme ça, ils peuvent truquer. Bon, regardez, par exemple, ici, des démocrates du New Jersey accusés de fraude électorale. 2 conseillers municipaux de Patterson et 2 hommes liés à une campagne de conseillers municipaux étaient inculpés de fraude électorale et de possession illégale de bulletins par voie postale. D'ailleurs, Trump dit que il sait que ce qu'ils veulent, les démocrates, c'est arriver à ça, et que si on part en vote électronique ou par voie postale, il y aura une fraude massive, et le candidat des partis démocrates, pour sauver leur tête, on y reviendra pourquoi, parce que s'il y en a des nouveaux abonnés qui reprennent pour la première fois mes émissions, ils vont se dire mais il raconte quoi lui? Bah oui, mais bon, le virus de la peur, on a vu que comment on truque les faux Covid un peu partout dans le monde, on l'a encore vu récemment cette semaine avec le Brésil. Ben, on va aller un petit peu du côté suisse, nos amis suisses, parce que eux, les Suisses tiennent des statistiques assez prononcées. Donc là, vous avez les tests réalisés. Donc vous voyez semaine 4 à semaine 27. Hein. Donc vous voyez les chiffres qui augmentent, les chiffres négatifs, jusqu'à pousser une pointe à 32 000 semaine 20. Ah non, semaine 24, et en fait, il y a de plus en plus de tests, voilà. Et ensuite, vous avez le nombre de cas positifs. Donc 000, ça augmente, 6009, 4003, 2004, hop, ça arrête pas de diminuer. La colonne totale à côté, et donc le pourcentage. Et donc le pourcentage, lui aussi, ne cesse de diminuer. Vous avez vu, je vous avais montré longtemps ces tableaux de Worldmeter où j'ai plus accès. Hein. Donc vous voyez, ça c'était pour la France, c'était une prédiction du 30 avril 2020, hein, qui pronostiquait une fin à 97% au 7 mai, une fin à 99% le 20 mai, hein, et une fin totale le 12 août 2020. Ça aussi, on devrait s'interroger pourquoi on n'a plus accès à ce genre de statistiques. Ça aussi, ça devrait un petit peu faire cogiter dans la tête des personnes. Donc ensuite, Suisse, hospitalisation, bah pareil, ben ça diminue. Et, la semaine 27, plus que 3 hospitalisations. Alors évidemment, on aimerait aussi savoir qui est hospitalisé, si c'est quelqu'un de 90 ans par rapport à quelqu'un de 20 ans, si c'est quelqu'un qui avait de nombreuses pathologies par rapport à quelqu'un qui était en pleine forme. Ensuite, on a les cas par rapport au décès. Hein, donc voilà. Donc nombre de cas, nombre des décès. Vous voyez que bah, ça ne cesse de diminuer. Donc là, semaine 27, 175 cas, 1 décès. Mais là aussi, on ne sait pas. Il y a 175 cas. Ce 1 décès, il vient de quand? Est-ce qu'il était là déjà depuis 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines à l'hôpital? Les décès par rapport à l'âge. Vous voyez que dans la tranche d'âge 0,9, il y a eu 1 décès. Mais là, on ne sait non plus pas. Est-ce que cet enfant avait d'autres pathologies ou pas? 10-19 aucun, 20-29 aucun, 30-39 5, et ainsi de suite. Et donc on voit comme d'habitude que la majorité est concentrée sur les 60-79, 80 et plus, voilà, qui représentent à eux seuls la grande majorité des décès. Ensuite on a la part du Covid dans les décès de l'année. Vous voyez que pour la Suisse, ça représente 5,21. Sachant encore qu'allègrement, on est souvent dans les morts Covid, comme je vous l'ai montré dans de multiples émissions, un petit peu tout ce qu'il y a. Quoi. On est positif au Covid, mais on avait 3 à 4 autres pathologies, on serait tout de même mort. On le met dans le Covid. Donc là, on voit les parts des décès par maladie respiratoire. On voit qu'en Suisse, il y a eu 3726 morts en 2010.
4649 en 2017. En France, c'est 60 000 hein, morts chaque année, en moyenne. Professeur Raoult qui l'avait dit dès le départ, hein, il dit il y a 60 000 morts par an de maladies respiratoires. Pourquoi on les a jamais comptés? Je ne sais pas, 60 000 morts divisé par 6 mois, hein, la période où les maladies respiratoires sont les plus importantes, ça fait 10 000 de moyenne. Mais si on fait une courbe en cloche, ça veut dire que ça part doucement et qu'il y a des jours où vous allez avoir 5 000 morts. Donc les autres années, si on s'était mis à compter à la mode BFM, à la mode CNews, à la mode TF1, France 2, France Info, RTL, le nombre de 60 000 morts par voie respiratoire, les gens, ils ne sortiront plus jamais de chez eux. Hein. Plus jamais de chez eux. Et donc, hier, en Suisse, il y a eu, attribué au Covid, 1969 morts. Et donc, la conclusion qui s'impose, c'est qu'il n'y a aucune surmortalité en 2020 due au Covid-19. Le nombre de décès par semaine chez les moins de 65 ans est en baisse constante depuis 20 ans et il n'y a pas d'exception cette année. Le nombre de décès par semaine chez les plus de 65 ans est légèrement plus élevé que le pic de 2014-2015, mais quand on prend en compte l'augmentation et le vieillissement de la population, le pic n'est pas significatif. Bah oui, parce que la population a cru et a vieilli entre. L'augmentation récente du nombre de cas détectés correspond à l'augmentation du nombre de tests. On notera particulièrement que le déconfinement ayant eu lieu le 11 mai, une éventuelle augmentation des cas aurait dû apparaître 2 à 3 semaines plus tard, soit début juin. Or, il n'en fut rien. Et en plus, je vais vous dire, les Suisses, et restaurants ont de suite ouverts. En Suisse, les discothèques sont ouvertes. Maintenant, ils recommencent le virus de la peur avec ces tests positifs qui sont complètement asymptomatiques. Les gens sont testés positifs, mais ils sont comme moi et vous. Ils vont bien. Et donc, ils recommencent le virus de la peur, parce que sinon, attendez, on n'a pas fait ça pour rien, quoi. Hein. Et donc, les discothèques étaient ouvertes, vous vous rendez compte? Et il n'y a pas eu d'explosion. Le nombre d'hospitalisations n'a cessé de baisser, il n'y en a quasiment plus. L'épidémie est terminée. Alors, la conclusion finale, il est absolument évident que le Covid-19 n'est pas et n'a jamais été un virus grave. Bah, ça, on le sait depuis le départ. Hein, je vous le dis depuis le départ que en Italie, les 99,2% des personnes qui étaient mortes étaient des personnes âgées et qui avaient 1, 2, 3, voire plus pathologies. Toutes les mesures prises n'étaient absolument pas nécessaires. Tout ceci est la plus grosse fausse nouvelle et la plus incroyable manipulation de masse de l'histoire de l'humanité. J'espère que ce bilan aidera un peu à réveiller la masse endormie et hélas encore terrorisée, même si j'ai appris de bonnes nouvelles aujourd'hui. Il y a plein de magasins qui lâchent le virus de la peur, l'outil des médias de la peur, le masque. Hein, le masque qui ne sert strictement à rien, quoi. Strictement rien. Je vous laisse dans le descriptif cette étude complète, et lui reprend en même temps toutes les sources. Hein, cette fantastique étude suisse. J'aimerais bien, moi, lire des études pareilles en France. Ça m'intéresserait. Donc voilà, si vous avez des liens sur des personnes qui font des études pareilles, je suis preneur. Alors je vous l'ai dit, hein, en ce moment, ce qu'on entend beaucoup, c'est explosion de cas aux US. Et on attaque Trump, et on attaque Trump. Hein, eh ben, regardez, je vous disais qu'il y avait des décrets au Brésil qui disaient aux médecins qu'un mort suspect, si on avait des petits suspects de Covid, qu'on mette dans la case Covid. Allez, une ordonnance fédérale dénombre des cas probables confirmés. Je vous laisse dans les liens. Lors de la réunion du comté de Colin, Aisha Souri du département d'épidémiologie du comté a expliqué comment la définition révisée de l'état pour les cas probables de Covid-19 permet que ceux étiquetés comme porteurs probables soient comptés comme cas confirmés. Exactement la même chose qu'au Brésil. C'est la même mafia qui gère ce monde partout. D'accord ? Ils veulent faire exploser le nombre de cas. Mais tout le monde va bien, hein, aux États-Unis, tout le monde va bien, les hôpitaux sont aussi vides. Pas partout, parce qu'on verra. La géographie, la topologie géographique des États-Unis, c'est pas celle de petits pays comme la France, la Belgique ou l'Italie. Mais voilà, donc depuis le 18 mai, et ça c'est pas des décisions de Trump, hein, vous l'avez compris ça maintenant. Donc si vous présentez l'un des principaux symptômes, vous toussez, ou vous avez un essoufflement, ou vous vivez dans le comté de Colin, alors vous pouvez satisfaire la définition d'un cas probable de Covid, a-t-il noté.
mais je suis très préoccupé par le fait que nous pourrions absolument voir les chiffres bondir très rapidement d'une manière qui n'en est en fait pas représentative de ce que nous voyons ici, dans la communauté au sein du département de la santé publique. Évidemment, là j'ai l'exemple du comté de Collin, hein, mais je suis sûr que vous allez me trouver d'autres exemples dans différents États démocrates, hein, cherchez dans les États démocrates, pas les États républicains, ne perdez pas votre temps. Et effectivement, ça a bondi aux US, hein, ça a bondi depuis le 18 mai, ça ne cesse de bondir. La définition des décès par Covid a également été mise à jour, comme Sorry l'a déclaré à la cour des commissaires du comté de Collin. Auparavant, cette définition, ce n'était que si vous aviez un résultat PCR positif que vous seriez compté comme une personne décédée liée au Covid-19. Et encore, on peut être PCR positif et avoir 3 cancers, un cancer généralisé, un diabète, et donc, bon. Mais maintenant, il n'est plus nécessaire de compter les tests de laboratoire pour cela. Pendant ce temps, coïncidant avec cette inflation artificielle des cas de Covid-19, les médias grand public accentuent la deuxième vague de coronavirus, affirmant même qu'il sera 10 fois plus contagieux que le premier. Vous vous rendez compte, hein? Le patron de l'hôpital de Houston démolit la campagne de peur des médias sur le Covid. Seulement 3 ou 4 personnes de plus aux soins intensifs. De tels titres tels que Houston face à l'apocalypse du 4 juillet ont suscité la peur, la panique dans la plupart des médias américains ce week-end, alors que les discussions sur le nombre maximum d'unités de soins intensifs et la montée en flèche du nombre de cas ont dominé chaque pixel. Chaque pixel, j'adore. Très peu ont pu établir un lien avec cette résurgence des affaires, les émeutes et protestations qui ont commencé à avoir lieu il y a quelques semaines. Comme d'habitude, dans ce monde hautement politisé, une autre voix de premier plan s'est fait entendre pour préciser que cette état d'alerte accrue n'avait aucun sens, puisque Houston a en fait la situation bien en main dans ses hôpitaux. Et ça, c'est le patron Aaron Jean sur son compte Twitter. De plus, aux États-Unis, il n'y a pas de deuxième vague, juste une vague qui est au rythme différent, ondulant à travers un immense pays. Parce qu'on pourrait croire déjà que il y a des États qui ont des nouvelles vagues, oui, mais pourquoi? Bah, c'est un grand pays, hein, l'Amérique. Ce qui s'est passé, c'est que certaines parties de l'Amérique, principalement la région de New York et Détroit, ont connu des épidémies horribles en mars, mais elles diminuent maintenant, fortement en plus, hein. Et aujourd'hui, il y a des régions qui avaient été épargnées avant et qui ont touché le coronavirus beaucoup plus tard. Donc il ne faut pas avoir peur de ça. Alors j'ai des abonnés qui me disent « Ouais, mais Sylvano, on se fait taper dessus parce que quand on cite la Suède, les gens disent « Mais non, c'était le cas pas à suivre. » Je rappelle, la Suède n'a pas confiné du tout. Bah, je sais pas, moi, je sais pas comment les gens font. Il faut arrêter d'écouter les médias mainstream, hein. Donc moi je lui ai répondu que je comprenais pas, parce que la Suède non seulement n'a pas confiné, mais donc elle n'a pas ruiné son pays, hein. Vous allez le voir maintenant avec commencer à entendre maintenant tous les licenciements, toutes les fermetures d'entreprises, hein, ça c'est l'effet de ce confinement complètement idiot. Il n'y a pas en Suède comme en France, Italie, Espagne, Belgique de morts indirectes du Covid, c'est-à-dire de personnes n'ayant pas pu être soignées pour crise cardiaque, 10 000 morts en plus au bas mot rien qu'en France, cancer, etc., sans compter les explosions de suicides et les pertes d'emploi, hein. Et donc après, bah, il suffit d'aller faire un petit tour, pareil, hein, vous regardez les chiffres officiels, taux de mortalité par million d'habitants, et on compte pas les morts indirects. France 457, Italie 575, Espagne 607, Belgique 842, Suède 532. Taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de morts divisé par le nombre de cas positifs, France 18,01, championne du monde, Italie 14,4, Espagne 9,55, Belgique 15,85, Suède 7,7. Alors, et ils disent quoi là dans la Suède? À noter aussi quelque chose, parce que on me dit souvent que je suis un des rares à parler des morts indirectes, hein, du Covid. J'ai reçu un témoignage là. Bonjour Sylvano, vous êtes un des seuls à évoquer les morts et souffrances indirectes liées au confinement. Voici un cas concret, peut citer des dommages collatéraux liés à celui-ci. Je suis greffé d'un rein depuis quelque temps, maladie auto-immune, sûrement liée à un vaccin contre l'hépatite B qui faisait suite à une vaste campagne de pub contre celle-ci au début des années 90 qui avait ému ma mère en la poussant à nous vacciner contre ce fléau. Dans le cadre du suivi de greffe, je suis amené à me rendre régulièrement au CHU de Lille, ce que j'ai fait la semaine dernière, et au détour d'une discussion avec un néphrologue, je lui ai posé la question de l'influence du confinement sur les greffes. 183 greffes de reins en 2019 chez eux. Celui-ci me répondit que celles-ci furent purement et simplement annulées. Il me fit remarquer que contrairement aux greffes de cœur, poumon, foie, celles-ci n'étaient pas considérées comme urgence vitale, ce qui est compréhensible car le patient peut survivre en dialyse.
avec, pour y être passé, tous les désagréments qui vont évidemment avec. Sachant que la durée de vie maximale d'un greffon en ischémie froide est de 25 heures, je me posais immédiatement la question du gaspillage de greffons au potentiel si toutefois ils ont continué à prélever sur des cadavres. Il me répondit que le confinement avait probablement fait perdre 30 à 40 greffons au potentiel alors que les gens continuaient à mourir, et que l'hôpital Calmette avait été transformé en unité Covid et non Uriez, où se trouve le centre de greffe. Donc, techniquement, on aurait pu continuer à y greffer des reins. Sachant qu'en France, il doit y avoir de mémoire plus de 25 centres de greffe de reins, je vous laisse imaginer la perte pour tous ces gens qui attendent un greffon depuis plus ou moins longtemps, avec les désagréments ou dangers qui y sont liés, sans parler du moral. Je trouve cela idiot et même scandaleux, comme toute cette histoire de HRN1 réchauffée d'ailleurs. Voici une autre facette que je tiens à vous dévoiler. Et donc, franchement, merci de ce témoignage, parce que c'est vrai, je ne m'étais pas du tout non plus intéressé au greffe, et c'est vrai, et c'est vrai. Du Québec, j'ai trouvé un charmant, sympathique, très intelligent, des émissions superbes, Claude Gélinas. Hein, je vous mets le lien dans ma chaîne, dans le descriptif. Il n'a que 7,5, 7000 abonnés, c'est parce qu'il fait vraiment du super boulot. Donc là, Justin Trudeau verse 300 millions de dollars à l'organisation Global Citizen de George Soros. Vous aurez tous compris de quel bord est Justin Trudeau. Hein. Il y a aussi un truc que je vous avais déjà raconté dans une émission récente. En fait, les centres de services partagés du Québec qui ont tapé pendant très très longtemps sur l'hydroxychloroquine. Donc je vous l'avais dit, ça, on a la preuve formelle. Faisant suite à l'annonce du gouvernement de rapatrier les employés de la fonction publique dans les édifices gouvernementaux, les consignes de retour au bureau pour les employés du CSPQ sont maintenant disponibles sur l'intranet. Pour les employés voulant prendre des précautions additionnelles pour se protéger du corona, de l'équipement de protection sera distribué. Il sera également possible de commander de l'hydroxychloroquine directement par l'intranet. Waouh, 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 waouh. L'hydroxychloroquine, vous vous rendez compte, hein? Là, maintenant, ça se dévoile tout ça, ça se dévoile. Donc Trudeau donne des sous à Soros. L'OMS, elle, réclame rien que moins de 30 milliards dans sa lutte contre le Covid-19. 30 milliards. Mais 30 milliards, quoi. Et vous vous rendez compte un peu? 30 milliards. Je sais pas, ils auraient réclamé 30 millions. C'est quelque chose que, à la limite, une partie infime de mon cerveau aurait pu accepter. Mais là, 30 milliards, c'est quoi ce foutage de gueule? Elle a fait quoi, l'OMS? C'est quoi, 30 milliards? Ils sont combien à travailler à l'OMS? Vous vous rendez compte? C'est un scandale, c'est un pur scandale. 30 milliards, je sais pas. Eux, ils parlent... Ils ont tout fait faux depuis le début de la pandémie. Juste à un moment, ils ont dit juste de tester, tester, tester. Tout le reste, ça a été faux. Et ils veulent 30 milliards. Et là, je vous mets aussi un superbe article de Arun Valia. Le niveau de stupidité qui règne ici est incroyable. Lauréat du prix Nobel de sciences sur le verrouillage du Covid-19. C'est donc une interview de Michael Lewitt, biophysicien, professeur de biologie structurale à l'université de Stanford, qui critique l'OMS qui réclame 30 milliards, ainsi que Facebook pour censurer différentes informations et perspectives éclairées concernant le coronavirus. Pouvons-nous continuer de compter sur des organisations mondiales comme l'OMS et nos agences fédérales de réglementation de la santé pour nous guider dans des moments comme ceux-ci? Travaillent-ils dans notre meilleur intérêt? Travaillent-ils avec honnêteté et vérité? Cela ne veut pas dire que la maladie est inoffensive. Sans aucun doute, les gens mourront de coronavirus. Les personnes appartenant à des catégories vulnérables devraient prendre des précautions pour limiter leur risque d'exposition. Mais nous avons déjà vu ce film. Le gouvernement fait l'hypothèse d'une menace comme excuse pour saisir plus de nos libertés. Mais lorsque la menace est terminée, ils ne nous rendent jamais nos libertés. Je vous laisse la totalité de l'article et de toutes ces sources. Il a complètement raison. Complètement raison. Comme on est aux US, je vais vous annoncer quand même des bonnes nouvelles. A été ouverte une dépôt de plainte, vous voyez ici, dans le district de California, par des associations comme par exemple des victimes de persécution, de viols, de torture, de camps de concentration, de trafic d'organes humains. Contre qui? Ben, Google, Barack Hussein Obama, Joe Biden, Hunter Biden, Hillary Clinton, Eric Schmidt, Nancy Pelosi, John O'Brien, James Comey, Andrew McCabe, James Clapper, Facebook, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Amazon, Jeff Bezos, Sergey Brin, Larry Page, Anderson Cooper. Donc vous comprenez que il y a des choses, beaucoup de choses qui se passent. En même temps, a été arrêtée la compagne. Ça, c'est mon ami
Antonio qui me l'a envoyé, vous voyez, ça date du 2 juillet, c'est tout récent. Ghislaine Maxwell, la fameuse compagne de Jeffrey Epstein, vient d'être arrêtée par le FBI. Ça va bouger? Ça va bouger. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas que... Ils ont peur, là. Ils ont peur et ils vont faire des choses. Un petit sur Benjamin Bulford, il y a quelqu'un qui a trouvé quelque chose d'assez spectaculaire. 322 cas, 17 nouveaux décès dus au Covid signalés samedi au Mississippi. Mais ce qui est surprenant, c'est regarder 300 nouveaux cas, Mississippi, Ohio, Oman, Kentucky, Mississippi, Arménie, Irak, Bangkok, Juarez, El Paso, Mexico, Oaxaca, Wisconsin, Iowa, Delaware, Italie, Massachusetts. 322, 322. Alors, est-ce que ce 322 a une signification? Parce que, évidemment, la probabilité pour qu'il revienne comme ça est quand même relativement faible. Jamais on a vu ça avec un autre nombre. En fait, ce numéro, on l'a déjà vu où avant? C'est le crâne et les os d'origine se trouvent dans la basilique Saint-Pierre de Rome, une église construite par la mère de l'empereur Constantin, fondateur du christianisme romain. Et c'est ce nombre apparaît dans les insignes de Skulls and Bones. Allez, je sais, c'est un peu... Hein, mais on va suivre ça, vous inquiétez pas, l'actualité américaine va être très, très, très riche à partir de ce trimestre, pour que ce soit l'apothéose au dernier trimestre. Sinon ici, ben, le remède de miracle contre le Covid ne guérit même pas de la zizanie. Un excellent article du Canard enchaîné sur la com de la PHP, hein, parce que franchement, ils attaquent Didier Raoult. C'est juste affolant. Les propos en ce moment de Martin Hirsch, le patron de l'AHP, sont complètement scandaleux. Eric Combe, que l'on voit sur tous les plateaux télé, qui lui crache sur l'hydroxychloroquine depuis le début, sur Didier Raoult, début. Je vous mets une petite vidéo qui est sur Twitter, qui est extraordinaire, où le type, il se contredit lui-même, quoi. Hein. Non, la PHP accuse le professeur Raoult de faux témoignages, comme si le professeur Raoult avait la tête de celui de raconter des sornettes sans preuve, quoi. C'est juste affolant, quoi. Hein. Mais en plus, un de ses professeurs, le professeur Eric Combe, hein, que vous voyez partout depuis le début en train de cracher sur l'hydroxychloroquine, détruit malgré lui cette accusation, quoi. Il avoue lui-même qu'il a 40% de mortalité à la PHP, là où il est, quoi. 40% de mortalité pour les gens en réanimation. 40%. Lui, il veut donner des leçons à Raoult, qui a 0,5% de taux de mortalité à l'IHU. Non mais il passe sur les plateaux télé. Il dit oui, moi j'ai 40%, mais lui là-bas, à 0,5, non, il est pas bien. Vous vous rendez compte où on en est? Mais vous vous rendez compte? Alors je vous laisse avec plein de dossiers de l'excellent François. Je vous laisse petite autopsie de délinquants journalistiques journalières sur le plateau de BFM TV. Il y a vraiment plein d'articles. Alors, ça y est, ils s'intéressent à la charge virale un petit peu du Covid, mais ils disent voilà, personnes croisées par jour à moins d'un mètre, d'un mètre, 5, 10, 15, 25, 150 jours nécessaires pour croiser une personne ayant le virus. Donc, si vous croisez, on va dire, allez, à moins d'un mètre, je sais pas moi, 25 personnes par jour, il vous faut 1000 jours pour croiser, soit 2 ans et 9 mois pour croiser quelqu'un qui aurait le Covid. Ah, et c'est un excellent article parce que c'est la surveillance du réseau Sentinelle. Vous savez, le réseau Sentinelle, c'est ce réseau de médecins généralistes qui chaque année surveille par exemple l'épidémie de grippe. Et bien là, François se demande à un moment, il serait temps de dire que l'épidémie Covid est terminée en France. Pourquoi le réseau Sentinelle qui fait un travail si remarquable n'est-il pas audible dans les médias? Qui y a intérêt? Ceux qui veulent encore dramatiser pour faire croire qu'ils ont pris des bonnes décisions, ceux qui n'ont pas su acheter les masques à temps et qui aujourd'hui en ont à revendre, parce qu'il faut arrêter avec ces masques, quoi, hein. Le réseau Sentinelle dit on voit plus personne. Donc là, vous voyez le cas. Puis encore un article sur extraordinaire sur l'Imperial College de Londres, là, ce fameux Neil Ferguson, qu'on suit pendant des années. Alors je crois en 2002, maladie de la vache folle. Il avait fait une projection des décès, hein, selon le Neil Ferguson, 150 000. Il y en a eu 177 en Angleterre. Hein. Il y en a eu 177 en Angleterre. La grippe aviaire, il a dit qu'il allait en avoir 150 millions.
Il y en a eu 282 dans le monde. En la grippe porcine, il a dit 65 000 en UK. Il y en a eu 457. Et ce type-là, il avait de nouveau annoncé qu'il allait avoir tellement de décès que c'était affolant, quoi. Et ensuite, vous allez rire, comme ils savent plus quoi raconter, ils disent qu'on a évité 680 000 décès grâce au confinement, quoi. Donc, on a évité plus davantage que les 610 000 prévus par l'INSEE pour l'année 2020. Donc voilà. Normalement, il y aurait dû y avoir 610 000 morts en France en 2020, d'après l'INSEE. Mais grâce au confinement, on en a évité 690 000. Le confinement est un véritable miracle de la médecine moderne, en conclut François. Parce qu'en ce moment, franchement, ils racontent n'importe quoi. Ils tirent leur dernière cartouche, quoi. Allez, maintenant ça va être le temps de la justice, parce que franchement, les écouter sur passer aux commissions parlementaires, ça fait un peu pitié. Je sais pas si vous avez vu Agnès Buzyn, franchement, comment cette femme a pu être ministre de la Santé, quoi. C'est... je sais pas, il faut que je regarde. Non, bon. Elle a besoin d'un prompteur qui lui souffle les réponses, mais même là, je crois même avec des prompteurs qui leur soufflent les réponses, ça ira pas très loin. Allez, je vous embête pas plus. Bye bye, à demain.